très bon appétit. Une météo pleine de vie avec Margarine Prima, l'énergie végétale. On est le vendredi 12 mai et on est en direct de Saint-Louis du lycée Jean Mermoz. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Michel. Jean Berschlag, est-ce que ce lycée vous rappelle des souvenirs ou pas du tout? Je n'ai pas fait ma scolarité dans ce lycée, malheureusement. J'étais un peu trop âgé, il n'existait pas encore. Mais je suis voisin du lycée, je suis très content. Je voudrais vous remercier Michel et faire trop avec vous d'avoir choisi le lycée pour le cadre de cette émission. C'est une maison qui est remarquable, une grande maison, un grand bahut comme on dit, avec des tas de formations. Alors ils chahutent un peu autour de nous, on va leur demander un tout petit peu silencieux, sinon on va passer notre temps à hurler pendant une demi-heure. Voilà, silence. Mais c'est la jeunesse, la droit de chahuter. L'an dernier, on était dans votre superbe médiathèque. Il y a 2 ans, on était sur la place principale de Saint-Louis. Il y a quelques années, on était sous le chapiteau. On s'est dit, on va venir dans un lycée. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves de la première littéraire qui ont travaillé sur le livre de Didier Van Kovlart qui a eu le prix Goncourt et qui est assis à côté de vous. Alors c'est un grand honneur. Il est le parrain de cette manifestation. Jean Berschlag, qu'est-ce que ça représente pour vous, la foire du livre de Saint-Louis? Ça s'inscrit dans la politique générale de la ville? Depuis une douzaine d'années maintenant, et je crois que c'est le temps fort de la vie culturelle à Saint-Louis, parce que c'est le temps le plus remarquable. On réunit au sein de Saint-Louis, à Saint-Louis même, une densité de matières grises extraordinaire. Vous savez, 170 écrivains cette année, c'est fantastique. Et je crois que si j'ai un souhait à émettre en ce qui concerne cette foire du livre, c'est qu'elle soit enfin reconnue pour ce qu'elle est, un événement national et international. Moi je crois surtout que les auteurs adorent venir à Saint-Louis, ils refusent quasiment jamais, sauf quand ils ont des obligations personnelles. Nous les recevons à bras ouverts, ils sont vraiment les bienvenus parce qu'ils sont nos amis. Alors il y aura des débats tout au long de ces journées de la foire du livre, des débats sur la santé, sur la réussite avec Paul Lussulitzer par exemple dimanche matin à 11h, on viendra l'écouter. Oui, on a beaucoup vu à la télévision ces derniers temps. Et puis il y aura un débat sur la nouvelle, notamment Paul Fournel qui est spécialiste et qui parlera tout à l'heure de ses livres et des nouvelles en général. Un débat sur la télévision aussi dimanche après-midi avec des journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel. Alors bon, là vous accueillez des auteurs, vous les avez logés, ils vont passer 3 jours. Tout à l'heure, un auteur me disait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on puisse se parler entre nous. Ça sert à ça aussi, vous savez? Tout à fait, pas seulement à acheter des livres, oui. Mais je crois que le livre, c'est quand même un moyen de communication extraordinaire, irremplaçable. Alors il fait un peu frais ce matin, il faut d'ailleurs pas qu'il fasse trop chaud à la foire du livre, sinon les gens vont pique-niquer, ils viennent pas sous la tente, donc bon... Ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. D'ailleurs, c'est la période des saintes glaces, j'espère que la glace va se rompre. Didier Van Kovlart, ça y est, vous avez tenu votre promesse, vous m'aviez dit que vous viendriez à Saint-Louis, vous ne connaissiez pas? Non, mais je tiens toujours mes promesses, pour ça que j'en fais pas souvent, parce que... mais non, vous m'avez tellement recommandé, on se connaît depuis longtemps, Michel, et c'est vrai que ça fait partie de cette espèce de tour de France que fait un auteur pour son livre. Il y a des petits points d'ancrage, et c'est vrai que on s'est souvent eu à Strasbourg à chaque livre par exemple, donc quand vous m'avez dit Saint-Louis, c'est bien, faut venir, je suis venu. Alors, je pense que ça va être bien. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis le prix Goncourt? Moi, je n'ai pas vraiment changé, c'est un peu autour que ça a changé, la pression est un peu montée, j'ai pas vraiment mon rythme de vie ni d'écriture habituelle. Mais j'essaie de survivre, j'essaie d'éviter la dépression nerveuse qui a souvent accompagné le Goncourt chez les lauréats. Alors bon, pour l'instant, je pourrais poser la question à Paul Fournel. Vous avez eu le Concours de la Nouvelle, non? Oui, il y a quelque temps. Là, je peux vous assurer que la pression n'est pas du tout la même. Ouais, ça se passe de façon très discrète. Non, avoir le Goncourt, c'est comme être champion du monde à bicyclette. C'est une grosse année derrière. C'est difficile. Alors,
Et les élèves ici au lycée Jean Mermoz, ceux de première littéraire, ont travaillé sur votre livre, l'ont épluché, ils ont plein de questions à vous poser. Et grâce à la gentillesse de Monsieur Meyer, qui est leur professeur de français, ça a été une expérience intéressante de travailler sur un auteur contemporain. En fait, il s'agit simplement d'une lecture assez libre de la part des élèves. Je ne l'ai pas vraiment, j'ai pas encore fait de Didier Van Kovlart un auteur posthume, je ne l'ai pas intégré à la liste de baccalauréat, et ça a été une lecture avant tout pour le plaisir, je crois. Alors Emmanuel, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre? Est-ce que vous avez des questions à poser à Didier Van Kovlart? Ouais, en fait, on a l'impression que vous êtes inspiré d'un fait d'actualité pour écrire ce roman. Un état d'esprit plutôt qu'un fait d'actualité, parce que le fait d'actualité qui a été un petit peu au départ de l'idée, c'était la création de la profession d'attaché humanitaire pour accompagner en son pays d'origine l'immigré clandestin dont on ne voulait plus, qui était une mesure qui a effectivement été prise il y a 3-4 ans, et j'ai imaginé ce qui pouvait se passer dans ce couple entre ce fonctionnaire ange gardien et l'expulsé qui avait raccompagné chez lui. Mais ce que je voulais surtout rendre, c'était l'état d'esprit qu'il y avait autour de ce thème de l'exil et du déracinement qui nous touche un peu tous, quel que soit notre âge, notre problème. On est tous quelque part déracinés, et je voulais montrer que les racines qu'on pose et qu'on puise dans le rêve et dans l'imaginaire sont finalement les seules qui tiennent longtemps. Donc ce roman a une part autobiographique ? Tout roman a toujours, à mon avis, je pense que mon confrère ne me démentira pas, une vraie part d'autobiographie, parce qu'on ne passerait pas des mois ou des années sur un livre s'il n'y avait pas une nécessité intérieure, des choses personnelles à traduire à travers l'aventure et l'expérience des personnages de romans que nous avons créés. Nicolas, est-ce que vous avez une question à poser à Didier Van Kovlart? Vous avez eu le prix Goncourt, donc, mais est-ce que vous croyez que vous le méritez, ou c'est plutôt une histoire d'édition ou de... Parce que souvent c'est la polémique qui tourne. Alors, je ne sais pas si je l'ai mérité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'était pas cette année une question d'édition, puisque les éditeurs qui sont le plus représentés dans les jurys du prix Goncourt sont en majorité, comme on dit, Galligraseuil, Gallimard, Grasset, Le Seuil, sont aussi les éditeurs qui publient le maximum de livres et chez qui vont les auteurs désireux d'obtenir des prix littéraires. Donc ça se mord un peu la queue, le système. Et il ne faut pas non plus le dénigrer systématiquement, parce que, il n'y a pas vraiment un système de pression autre que le cercle un petit peu parfois vicieux que je viens de vous décrire. Là, Albin Michel, l'éditeur chez qui je suis, n'avait pas eu le Goncourt depuis 30 ans, et le but n'était pas de faire plaisir à Albin Michel pour le consoler des 30 années passées non plus. Non, je crois que le livre a bénéficié de soutiens variés chez les jurés de sensibilités assez différentes, et j'étais un outsider, je n'étais pas un favori. Et puis petit à petit, j'ai gagné du terrain. Enfin, le livre a gagné du terrain. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'attendais. J'essayais d'oublier que j'attendais. Mais voilà. Donc, non, il n'y a pas cette année, je crois. Ça a été l'unanimité. Personne n'a parlé de pression d'éditeurs autour du prix. Est-ce que vous avez repensé à votre enfance, Didier Van Kovlart, quand vous avez eu ce prix? La dernière fois qu'on s'est vu, vous avez raconté à la télévision comment vos parents vous menaçaient de vous faire une petite sœur si vous continuiez à écrire au lieu de travailler mieux à l'école. Vous m'avez raconté ça. Bon. Oui, alors, c'est vrai. J'ai pas eu la petite sœur. Vous n'avez pas eu la petite sœur, vous avez écrit. J'ai continué à travailler, c'est pas dans ce décor-là que je vais dénigrer les études, mais disons que je travaillais les matières que j'aimais, qui étaient essentiellement le français, et plus tard la philo, mais puis pour le reste, on a été gentil, on m'a laissé un peu tranquille du côté des mathématiques et tout, et ce qui m'a permis d'écrire et de faire mes brouillons longtemps, et voilà. Mais c'est vrai que je suis un vieux routier de l'écriture. J'ai commencé à 8 ans, donc j'ai un certain nombre d'heures de vol. Voilà. Jeune auteur, mais il écrit depuis l'âge de 8 ans. Il écrit des pièces de théâtre, il écrit pour le cinéma, des romans, de la poésie aussi. Ah non, jamais. Il vaut mieux pas. J'ai essayé Jamais. une fois et j'ai compris très vite qu'il fallait mieux oublier. Mélina, est-ce que vous avez une question ou une remarque à faire sur l'œuvre de Didier Van Kovlart? Moi, j'avais une question qui concernait plutôt le métier d'écrivain, mais vous venez d'y répondre en grande partie, puisque je voulais vous demander si vous le vivez plutôt comme une vocation. Oui, c'est une vocation, mais une vocation... la vocation, c'est un mélange d'obstination, de certitude qu'on est sur Terre pour faire quelque chose de précis, et puis il faut un petit peu
traverser tous les obstacles et l'indifférence qu'on rencontre longtemps avec ce mélange d'obstination et de détachement du réel. Parfois, il faut feindre d'oublier quand ça marche pas, quoi, pour continuer à tracer son sillon. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai toujours fait, et que ce soit à travers dans l'échec ou l'indifférence rencontrée au tout début, ou à travers le succès, je crois qu'il faut jamais dévier de son sillon. Et l'objectif, il est là, quand on me dit maintenant quel est votre souhait après le concours, tout ça, je dis continuez, simplement, ce que j'ai toujours fait. Et ce prix ne change rien d'autre, m'a donné une audience formidable, en plus de celle que j'avais jusqu'à présent. Maintenant, j'ai envie de donner rendez-vous à mes nouveaux lecteurs pour les prochains livres. En tout cas, vous êtes à la foire du livre de Saint-Louis. C'est vous qui ferez le discours d'ouverture tout à l'heure. J'ai découvert ça sur le programme. Oui. Pas... Attendez-vous à une improvisation. Oui, mais on va vous écouter. Vous pensez bien, c'est à 18h, hein, l'ouverture officielle de la foire du livre de Saint-Louis. On vous attend de pied ferme. Vous qui connaissez bien l'Alsace, je suis sûre que vous avez plein de choses à nous raconter. Paul Fournel, vous êtes président de la société... je mets le micro à côté, ça va pas aller. Vous êtes le président de la Société des gens de l'air. Vous écrivez des livres, des nouvelles. On vous a trouvé aussi, jusqu'à il y a quelques semaines, dans le journal L'Alsace. C'est vrai aussi. C'est publié par le Verger éditeur. L'éditeur viendra nous rejoindre tout à l'heure. Vous avez écrit, entre autres, Les petites filles respirent le même air que nous. Il y a eu Les athlètes dans leur tête. Un homme regarde une femme. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et puis Le jour que je suis grand, c'est le dernier. C'est celui que vous allez signer ? C'est celui que je vais signer. Non, c'est pas tout à fait le dernier. Il y en a un, vous l'avez dans la main. Il est sorti hier matin, celui-ci. Oui. Voilà le dernier des derniers. Nous, on l'a déjà montré il y a quelques jours dans cette émission. Moi, je l'ai que depuis hier. Bon. Non, ça a été une expérience formidable que j'ai vécue là. C'est très rare les journaux qui laissent la place à l'imagination et à la fiction. Ce qui est écrit dans le journal, c'est vrai. Donc, il faut que ça soit bétonné. On laisse plus les feuilletonistes s'ébattre là-dedans. Maintenant, c'est une affaire sérieuse. Et donc que l'Alsace m'ait donné tous les mercredis pendant 12 semaines une page entière, à moi et à Claude Lapointe qui faisait les dessins, ça a été une expérience formidable. Et puis devoir livrer 12 nouvelles en 12 semaines, les donner à l'illustrateur en temps, en heure, pour qu'il ait le temps de faire ses dessins, renvoyer tout ça à l'imprimerie, c'était une magnifique aventure. Alors maintenant, ça fait un joli livre, donc je suis content, ça m'a permis de découvrir l'Alsace, d'enquêter un petit peu comme mon personnage à Mulhouse, parce qu'il est très célèbre à Mulhouse, à Strasbourg un peu moins. Mais quand même, il travaille aussi à Strasbourg. Pack de Croc, détective, texte de Paul Fournel illustré par Claude Lapointe. Puis vous vous promenez dans des classes en Alsace. Vous étiez à Kaisersberg, il paraît que vous avez fait un tabac hier. Hein. Oh là là. Hein, il y a un fan club qui s'est créé à Kaisersberg. Je vous raconte pas. Je suis pas sûr que c'était toutes des écolières, hein, les fan clubs. C'était plutôt à la bibliothèque le soir. Ouais. Mais il y a eu les classes l'après-midi et la bibliothèque le soir. Alors de quoi vous parlez quand vous rencontrez des élèves? Pour des raisons de sécurité, je peux pas le dire ici, vous imaginez, avec le monde qu'il y a autour. Non mais franchement. Je parle de mon travail, ce que vient de faire Didier à l'instant. Hein. D'ailleurs, je parle de mon travail, de comment je travaille, pourquoi je travaille, à quoi ça sert, et tout ça. Quand vous parlez des sportifs, quand vous parlez d'amour, quand vous parlez des relations comme ça entre les gens, est-ce que ce sont toujours des personnages des personnes que vous rencontrez dans la vie qui vous inspirent? Oui, on finit toujours par parler de ça, mais ça commence toujours par combien tu gagnes, combien de temps tu mets pour écrire un livre, tout ça. Et à la fin, on parle forcément des sportifs et après d'amour, quoi. C'est beau comme la vie. Mais il y a des personnages vrais, il y a des personnages faux. Pour qui connaît un peu le sport, dans les athlètes dans leur tête, par exemple, on est obligé de reconnaître Jacques Anquetil ou Joachim Agostinho, ça me paraît évident, mais ils m'ont servi comme ça simplement, je m'en sers de tremplin, je rebondis dessus, je leur invente des aventures folles. Alors vous êtes à Saint-Louis, vous allez participer aussi à des débats, vous allez signer vos livres, vous allez répondre à des questions. Et si vous avez un moment, allez vous promener juste à côté, il y a un musée qu'on vient visiter des quatre coins de la planète. Vraiment, il y a des gens de partout qui viennent visiter ce musée. Il est construit magnifiquement. Il est de l'autre côté du Rhin. C'est en Allemagne, à Weil am Rhein, et c'est le musée de la chèvre. Regardez quelques images, c'est très beau. Mais on peut essayer? On peut essayer les fêtes. Quand on voit ce panneau, ça veut dire qu'on a fini de faire boum boum sur l'autoroute allemande en direction de Bâle. Eh bien, sachez que Weil am Rhein est aussi un petit village qui surtout abrite un extraordinaire musée, le Vitra Design Museum. Vitra, premier fabricant européen de mobilier de bureau, décide un jour de consacrer un musée à l'architecture intérieure. Et il fait appel à l'architecte californien Frank Gehry pour la construction des murs devant abriter les chefs-d'œuvre de mobilier. Depuis son inauguration en 1989, le Vitra Design Museum organise de très nombreuses expositions qui voyagent ensuite dans les plus grands musées du monde, Orsay, Pompidou, etc. Les visiteurs, 45 000 par an, viennent bien sûr d'Allemagne et de Suisse, mais aussi beaucoup de France, Paris ou ailleurs. Mais paradoxalement, il y a très peu d'Alsaciens. Et pourtant, c'est juste à côté,
et ça vaut le déplacement. Jugez-en. L'exposition que vous allez trouver en ce moment, c'est une exposition sur le travail de Michael Tonnet. Tonnet, c'était un des premiers qui a fait les meubles en grande série industrielle. Et c'est du bois courbé. Les objets les plus importants dans notre vie qui nous accompagnent jour et nuit, c'est les vêtements, le mobilier et peut-être la voiture. Bon, si vous prenez le mobilier pour montrer les sujets sociaux, les sujets économiques, n'importe quoi vous allez choisir, le meuble peut toujours servir comme un très bon véhicule pour expliquer cette histoire. Et il y a un intérêt énorme dans ces sujets-là. Et par exemple, la différence à un musée d'art, vous n'avez pas besoin d'une éducation pour comprendre nos expositions. Parce qu'un meuble, tout le monde se sent capable de juger, c'est confortable, ou j'aime la couleur, ou la forme. C'est un objet avec une grande facilité d'accès. La chaise indique n'importe quelle période, très précisément une mode, une façon de vivre de chaque période. Et on peut bien voir si c'est un meuble de la dernière siècle, précisément de quelle année, on voit très vite. C'est un indicateur très important pour notre culture. Voilà, alors si vous venez à la foire du livre de Saint-Louis, c'est jusqu'à dimanche soir avec des auteurs, bien sûr, 170, nous disait Monsieur le maire tout à l'heure, des auteurs, des éditeurs, des libraires, et bien sûr beaucoup de lecteurs. Des dialogues vont pouvoir s'installer. Oui, c'est ça? Je me suis trompée, non? C'est bien ce que j'ai dit? Michel Meillard, vous me disiez que des chaises de ce musée de la chaise avaient été exposées au lycée. Oui, en fait, l'émission aurait presque pu avoir lieu au milieu des chaises qui étaient encore présentes dans l'établissement il y a quelques semaines. Dans le CDI de l'établissement, il y a eu une exposition autour du design des chaises il y a quelques semaines de cela. Alors moi je suis contente aussi de venir ici parce que c'est vrai, on y rencontre des auteurs très connus, on y rencontre des éditeurs qui sont très connus nationalement, puis aussi des gens qui travaillent dans les régions. Je suis bien placée pour savoir ce que c'est ce travail de terrain dans les régions, parce que dans l'audiovisuel on fait souvent aussi beaucoup de différences entre le travail national et le travail dans les régions. Et puis du côté des auteurs c'est pareil. Alors quelquefois on tombe sur un livre de quelqu'un comme ça qu'on connaît pas, qui est complètement inconnu au bataillon et qui nous émeut beaucoup. Alors ça a été mon cas, il y a une dizaine de jours, je suis tombée sur un livre et puis je regarde la 4e de couverture, je vois l'auteur Pierre Gandelman, on nous dit pas s'il est alsacien, bourguignon ou breton, et puis j'ai fait des petites recherches, il se trouve que c'est un médecin qui habite à Strasbourg, qui écrit son premier livre. Je suis très contente de savoir qu'il va venir à la foire du livre de Saint-Louis dimanche, signer les quelques livres qui sont déjà en librairie. Alors ce livre porte un titre magnifique, ça s'appelle « La seule femme dans la vie de son fils ». C'est une histoire bouleversante, écrite magnifiquement bien. Alors je ne sais pas s'il regarde en ce moment la télévision, il est très très timide, mais il m'a promis qu'il viendrait dimanche à la foire du livre de Saint-Louis. Ça fait partie des découvertes. Je ne sais pas si ça vous arrive quelquefois, Paul Fournel ou Didier Van Kovelaar, vous tombez sur un livre et c'est comme un instant de grâce, c'est quelqu'un d'inconnu et vous dites mais c'est incroyable. Ce qui est merveilleux, c'est de ne pas connaître l'auteur, oui, justement, de découvrir le livre sans savoir qui est la personne derrière et d'essayer de l'imaginer. Oui, oui. Malheureusement, bon, ça nous arrive un petit peu moins maintenant. Ça commence malheureusement, l'auteur est un peu trop présent, mais on va pas se plaindre, mais c'est merveilleux de n'avoir que cette prise de contact avec quelqu'un à travers ce qu'il a de mieux en lui, c'est l'écriture. Voilà, alors retenez bien le titre et puis précipitez-vous pour acquérir l'œuvre de cet auteur. J'espère qu'il continuera à écrire. La seule femme dans la vie de son fils, c'est publié chez Grasset. Et l'auteur, c'est Pierre Gandelman, qu'on recevra bien sûr dans cette émission dans quelques temps. Alors, parmi les gens qui travaillent sur le terrain, il y a des éditeurs comme Françoise et lui qui se battent depuis plusieurs années aux éditions du Verger. C'est vous qui avez édité les nouvelles de Paul Fournel? Oui, effectivement, et avant les nouvelles de Paul Fournel, nous avons édité les nouvelles du mercredi de Jacques Jouet, puisque c'est le premier à avoir fait cette résidence au Journal d'Alsace. Alors c'est une collection que j'aime beaucoup, d'abord parce que j'aime la nouvelle, parce que je trouve qu'on n'en lit pas suffisamment, alors c'est le moment d'en parler beaucoup. C'est très intéressant dans la mesure où c'est